Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver une fois encore sur votre plateau d'éducation à la citoyenneté active. L'actualité nous interpelle. Les récents résultats des élections communales et législatives du 11 janvier 2026 dans notre pays, le Bénin, avec un taux de participation peu élevé, nous rappellent bien sûr l'urgence de notre mission. Et aujourd'hui, nous braquons donc les projecteurs sur ce qu'on pourrait appeler le vote, pilier de notre démocratie. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert Déoumalé nous fait l'honneur de revenir donc sur ce plateau afin de pouvoir nous éduquer davantage aux valeurs républicaines. À sa suite, nous aurons sans doute la chance de recevoir également M. Léopold Rumpé. Il est juriste de formation. C'est un homme de grande culture générale pour l'animation du débat. D'un instant à l'autre, on va les retrouver. Mais avant, voici la chronique du citoyen. À l'école des valeurs. L'école la plus influente de notre vie n'a ni mur, ni tableau, ni sonnerie. Et pourtant, elle façonne chaque citoyen que nous devenons. Lorsqu'on parle d'école, notre pensée va spontanément vers les salles de classe, les enseignants et les élèves. Or, la vraie école est l'école de la vie. Chaque jour, consciemment ou non, nous apprenons à parler aux autres, à respecter ou à mépriser, à aimer ou à haïr, à construire ou à détruire. C'est dans cette grande école invisible que se forgent nos valeurs, ces principes qui orientent nos choix, nos comportements et notre manière de vivre ensemble. Être à l'école des valeurs, c'est d'abord reconnaître que l'éducation ne s'arrête pas au banc de l'école. La famille est la première salle de classe. C'est là que l'enfant apprend le respect, la politesse, l'honnêteté et la solidarité. Un enfant qui voit ses parents mentir, tricher ou mépriser les autres apprend sans qu'on lui fasse un cours que ces comportements sont normaux. La rue est aussi une école. Dans nos quartiers, nos marchés, nos transports, nous enseignons chaque jour quelque chose aux plus jeunes quand nous brûlons les feux tricolores, quand nous acceptons la corruption comme une solution facile ou quand nous préférons la violence au dialogue. À l'école des valeurs, chaque citoyen est à la fois l'élève et l'enseignant. Le travail est également un lieu d'apprentissage des valeurs. La ponctualité, le sens du devoir, le respect des engagements, la conscience professionnelle ne s'apprend pas seulement dans les livres. Ils se vivent. Une société où le travail est bâclé est une société qui enseigne le laxisme. Une société où le mérite est ignoré enseigne l'injustice. À l'école des valeurs, nous apprenons aussi le vivre ensemble. Dans un monde marqué par les divisions sociales, éthiques, religieuses ou politiques, les valeurs de tolérance, de paix et de solidarité deviennent des matières obligatoires. Sans elles, aucune nation ne peut se développer durablement. Mais, soyons honnêtes, cette école traverse une crise. Nous parlons beaucoup de valeurs, mais nous les pratiquons peu. Nous exigeons des autres ce que nous refusons d'incarner nous-mêmes. Or, les valeurs ne se proclament pas, elles se démontrent. Chers citoyens, être à l'école des valeurs, ce n'est pas attendre des lois parfaites ou des dirigeants irréprochables. C'est commencer par soi-même. C'est comprendre que chaque geste, chaque parole, chaque choix est une leçon donnée à la société. La nation que nous voulons demain se construit aujourd'hui dans nos familles, dans nos rues, dans nos lieux de travail, dans nos comportements quotidiens.
À l'école des valeurs, il n'y a pas de diplôme final. On y apprend toute la vie. Alors, quel type de citoyen voulez-vous être chaque jour par vos actes? Et quelles valeurs transmettez-vous réellement à la société? Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Exaucé Tossavi, pour cette belle chronique qui nous renvoie à la crise des valeurs dans notre société africaine. Je retiens essentiellement qu'en tant que citoyens, nous devons travailler davantage au cœur de nos différentes familles à pouvoir incarner ce que nous attendons de notre nation de demain. À la suite donc de votre chronique du citoyen, voici la leçon de civisme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour notre démocratie, le serment politique. Le serment politique, souvent prononcé par les élus lors de leur prise de fonction, est bien plus qu'une simple formalité. Il constitue un engagement solennel envers la nation et ses concitoyens. En prêtant serment, les élus affirment leur volonté de servir l'intérêt général, de respecter la Constitution et de défendre les valeurs républicaines. Ce moment symbolique est le reflet de la confiance que la société placera en eux pour guider la collectivité. Il est essentiel de souligner que ce serment n'est pas qu'une promesse verbale, il incarne une responsabilité morale. Les élus doivent être conscients que leurs actions politiques ont des répercussions sur la vie quotidienne des citoyens. Chaque décision, chaque faute doit être empreinte d'une éthique rigoureuse car c'est la crédibilité de nos institutions qui est en jeu. En effet, le respect du serment politique est un gage de la vitalité démocratique de notre pays. Mais au-delà des élus, le serment politique interpelle également chaque citoyen. En tant qu'acteurs de la vie publique, nous avons tous un rôle à jouer. Soyons vigilants, exigeons des comptes à nos représentants et engageons-nous dans le débat démocratique. Le civisme ne se limite pas à l'exercice du droit de vote, il englobe également la participation active à la vie de la cité et le respect des principes de justice et d'égalité. Le serment politique représente un pilier fondamental de notre démocratie. Il nous rappelle que l'engagement politique est un devoir partagé et que chacun d'entre nous, à son niveau, peut contribuer au bien commun. Cultivons ensemble cette conscience civique, car un bon citoyen est avant tout un citoyen engagé et éclairé. Les enjeux du vote, ses responsabilités et les différentes conséquences de l'abstention, le faible engouement citoyen au processus électoral comme défi majeur, comment redonner confiance et inciter à l'action, comment aider le citoyen à retrouver le chemin des urnes, mais surtout sans pouvoir bénéficier au départ de privilèges liés à l'achat de conscience. Autant de questions qui méritent des réponses assez claires. Et pour la circonstance, nous recevons, tel que je l'annonçais à l'entame de cette émission, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures de notre pays, M. Gilbert Déoumalé. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur le plateau de l'émission Le Bon Citoyen. Nous allons commencer tout de suite avec la préoccupation assez simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur le ministre conseiller, ce que signifie concrètement l'engagement citoyen à travers le vote? Merci bien. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous allons certainement engager un débat autour de la question, parce que c'est une question de point de vue.
et chacun doit pouvoir donc défendre son point de vue. L'engagement d'un citoyen à aller au vote, c'est dire que chaque citoyen doit prendre conscience de ce que aller exprimer son suffrage participe du développement de la société. Parce que quand on parle de citoyens, on parle de société. Et on parle donc d'un territoire où vivent des hommes qui se sont donnés volontairement des lois pour pouvoir donc vivre en toute quiétude, où chacun se sentirait donc à l'aise. Et chacun doit jouer sa partition. Donc, aller exprimer son suffrage, c'est non seulement un devoir, mais c'est un droit. Un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel. C'est les deux à la fois. Et il faut que les citoyens comprennent. Et lorsque vous voulez participer à la construction d'une nation, il y a des actes à poser. Vous voyez, jadis, dans notre pays, au niveau donc des cours que nous recevons, même depuis le cours primaire, il y a l'éducation civique. Ça participe de la création d'un autre type d'homme qui... La formation d'une conscience... Voilà, citoyenne qui permet à l'individu donc d'avoir un comportement, une attitude donnée dans la société. C'est ce qu'on pourrait retenir. C'est ce qu'on pourrait retenir. Alors, monsieur le ministre conseiller, nous sommes au cœur de l'actualité désormais. On s'est rendu compte qu'avec les élections municipales, communales et législatives du 11 janvier dernier, donc du 11 janvier 2026 dans notre pays au Bénin, il y a eu relativement un taux de participation que certains qualifient de faible. D'autres trouvent que c'est le résultat d'un travail de rigueur fourni par l'ANIP. Et donc, qu'est-ce que, selon vous, est-ce que ce résultat-là, on peut effectivement le qualifier de faible taux? Et si oui, quelles sont les exigences aujourd'hui pour que nous puissions travailler à son amélioration, d'autant plus que d'ici le mois d'avril, on pourra se retrouver pour les élections présidentielles dans notre pays? En fait, il faut remarquer que l'humanité tout entière est tous les jours et au quotidien donc en train de travailler à une amélioration. Donc, il n'y a pas de société parfaite. Vous savez, on a quitté une étape pour une étape aujourd'hui. Et là où nous sommes arrivés, je parle globalement, oui. On a atteint une forme d'organisation sociale qu'est la démocratie aujourd'hui. Sinon, il n'y avait pas de démocratie avant. C'est vrai. Donc, c'est en cherchant donc à perfectionner la vie sociale qu'on en est arrivé là. Et donc, la démocratie ne saurait être transplantée d'une communauté à une autre parce que nous n'avons pas les mêmes cultures. Nous n'avons pas le niveau technique, scientifique. Avec le peuple américain, avec le peuple européen, voilà, par exemple. Donc, chaque démocratie doit pouvoir donc s'apprécier à partir donc de chaque société. C'est ça. Alors, aujourd'hui, quand on prend les élections, les dernières élections couplées passées, c'est vrai, on peut se dire, les yeux fermés, que le taux n'est pas ce qu'on aurait souhaité. C'est ça. Mais il ne faut pas fermer les yeux. Okay. Il faut voir les choses avec intelligence. C'est ça. Et lorsque on parle de taux de participation faible ou élevé ou acceptable, c'est par rapport à une constance. C'est ça. Et ici, c'est parce qu'on compare ça au nombre d'inscrits. D'accord. Et lorsqu'on le prend de manière brute comme ça, on ne peut que dire que c'est faible. C'est ça. Mais lorsqu'on essaie donc de prendre ce taux-là et de le comparer à ceux qui normalement devraient sortir, devraient sortir pour aller exprimer leur suffrage, on se rend compte qu'il y a un grand pas qui a été fait. Et quand vous l'évoquez de cette manière-là, est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'il y a eu peut-être certaines personnes qui se sont retrouvées
inscrites sur la liste, mais qui n'ont peut-être pas pu, au regard d'un certain nombre de contextes... Ça, ce n'est encore rien. Ah, d'accord. J'allais à ce niveau, et vous allez voir que la comparaison qu'on fait pour dire que le taux est faible va se dégraisser, et on verra que le taux n'est pas aussi faible que ça. Aidez-nous alors à pouvoir l'apprécier. Au fait, je disais donc que on compare ça au nombre d'inscrits de manière brute. C'est une erreur d'appréciation. Parce que nous sommes partis de quelque part. Et il y a des contingences, il y a des situations, il y a des pesanteurs. Et c'est tout cela qu'il faut analyser pour apprécier si ce à quoi on s'attend là, si on est en train de tendre vers. Parce qu'ici, il n'est pas question de dire, on a déjà fini avec cette prise de conscience-là. Mais donc c'est un idéal auquel on travaille au quotidien. Au quotidien. Alors, aujourd'hui, un peu moins de 40% qui sont sortis exprimer leur suffrage. Dieu merci, c'est toute tendance confondue. Mouvance, opposition, tout le monde. C'est déjà heureux. Et c'est à encourager, on doit féliciter les citoyens béninois pour cette prise de conscience-là, même si ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Alors, sur cette liste qui nous permet de dire faible ou non, il y a que, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes partis de quelque part, où c'est ceux qui veulent aller exprimer leur suffrage qui allaient retirer leur carte d'électeur. À ce niveau, déjà, il y a un certain engagement. Je m'engage à aller exprimer mon suffrage. Voilà pourquoi je prends un temps pour aller retirer ma carte. Alors, si je vais mieux clarifier le concept ou ce que vous présentez à nos auditeurs de Diaspora FM qui nous suivent également au niveau de la radio, c'est qu'en réalité, de par le passé, avant de pouvoir vous rendre aux urnes le jour du vote, il fallait préalablement aller vous faire enregistrer pour obtenir votre carte d'électeur. Et c'est à ce niveau-là que on fait la sommation pour dire voilà donc le corps électoral. Voilà ceux-là qui veulent aller exprimer leur suffrage. Donc le nombre d'inscrits il y a quelques années en arrière se limitait au nombre de personnes déplacées librement pour pouvoir aller s'inscrire pour retirer leur carte d'électeur. C'est bien ça? C'est bien ça. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Dès que vous avez les 18 ans, votre nom est déjà sur la liste de ceux qui peuvent aller donc exprimer leur suffrage. Donc, sans votre avis, systématiquement, vous vous retrouvez dans la base du corps électoral. Parce que vous en avez droit. C'est pour cela que je disais à l'entame que le vote un acte, c'est un devoir, mais aussi un droit. Vous avez droit, vous êtes un citoyen plein, vous jouissez de tous vos sens. La Constitution vous permet donc d'aller librement. Voilà pourquoi on ne demande pas votre avis. Mais ne pas demander votre avis. Oui, monsieur le ministre conseiller, si vous permettez, est-ce qu'on peut se permettre de dire que, de par le passé, où il y a quelques années en arrière, au regard donc de ce rappel que vous venez de faire, est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'État manquait en fait de jouer son rôle? Jadis. Bien sûr. Oui, parce que... puisque c'est un droit. C'est un droit. Mais qui malheureusement n'a pas été véritablement mis en exergue pour permettre donc à chaque citoyen de pouvoir... Voilà pourquoi je dis que c'est un travail de longue haleine. Et la démocratie se fait de sorte que vous, à chaque moment, vous êtes obligé de toiletter pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, on ne serait condamné du coup l'État en son temps, mais la réaction est proportionnelle au niveau technique atteint, au niveau de prise de conscience atteint. Je comprends. Vous voyez par exemple, j'ouvre une parenthèse, celui qui a dit, entre-temps, que le soleil n'a jamais bougé, et que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Vu que le développement scientifique n'avait pas atteint le niveau d'aujourd'hui, il a été condamné à mort, bien sûr. Mais aujourd'hui, toute l'humanité lui reconnaît cette vérité-là. C'est pour cela qu'on dit que la science elle-même évolue à tâtons. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de condamner qui que ce soit, mais il est juste question de dire que nous avançons dans la perfection. Aujourd'hui, on vous permet donc
sans vous déranger, de vous retrouver sur la liste. Mais il y a un travail à faire à ce niveau. C'est justement le problème. Il y a un travail à faire à ce niveau. Le travail à faire, c'est d'amener les citoyens qui se sont retrouvés sur cette liste-là à comprendre ce pourquoi ils doivent aller accomplir ce devoir-là. L'État a fait son travail en vous accordant votre droit. Mais vous faites le vote en allant exprimer votre suffrage, en allant donc faire votre devoir. C'est un devoir civique. Alors, comment le faible taux de participation pourrait influencer la légitimité, par exemple? Oui, mais à ce niveau, oui, il faut d'abord expliquer que le faible taux dont on parle, oui, qui n'est pas à blâmer, on parle de faible parce que nous, on aurait souhaité 80-90. Exactement. Mais là où nous avons atteint aujourd'hui, dans ce processus démocratique-là, on ne peut pas blâmer ce taux-là que nous avons eu. 40%, ce n'est pas négligeable. C'est ça. Alors, mais nous aurons souhaité aller à 80-90%. Puisqu'on était habitué à ces chiffres-là, mais sans pour autant se retrouver dans le même contexte. Très bien. On était habitué à ces chiffres-là parce que 100%, c'est ceux qui sont allés retirer leur carte d'électeur. C'est ça. C'est là le nœud du problème. Aujourd'hui, 100%, ce n'est pas ceux qui sont allés retirer leur carte ou ceux qui ont demandé à l'ANIM de mettre leur nom sur la liste. Et vous voyez, la population béninoise est très jeune. C'est ça. Mais ces jeunes-là, surtout les primo-votants, c'est la majorité. Et ce n'est pas une négligence, mais c'est qu'ils ne savent pas. C'est pour cela que je parle d'un travail à faire. Et c'est ce travail-là que, au niveau des ministres conseillers, nous avons décidé de faire en allant au contact des populations. Actuellement, où nous sommes en période de paix, où il n'y a pas campagne, il n'y a pas élection, pour aller leur expliquer l'importance du vote. Et vous allez voir, si ça prenait, le taux va nettement s'améliorer aux prochaines consultations populaires. Alors, j'ai évoqué la question tout à l'heure. Comment est-ce que le faible taux de participation pourrait-il influencer la légitimité des résultats électoraux et la stabilité du pays, par exemple? Oui, si on se réfère à l'ancienne procédure, comme je l'ai dit, le taux se compare à ceux qui ont décidé d'aller retirer leur carte. Alors, si les gens décident d'aller retirer leur carte, et ça fait 100%, et c'est 15% qui sont allés au vote, il faut aller savoir pourquoi. Soit par crainte, parce qu'il y a peur de violence et autres. Et là, on peut parler donc de... Mais aujourd'hui, la légitimité va se mesurer à travers ceux-là qui auraient recueilli plus de voix. C'est ça. Et non à prendre le taux de participation qu'on compare au nombre d'inscrits. Le calcul serait biaisé. C'est ça. Alors, je fais un petit calcul. Oui. Sur 40%, très bien. Si par exemple nous avons 16% qui ont dit non, très bien, et le reste a dit oui, c'est une majorité écrasante. Donc on a de l'autre côté 24%. Voilà. Avec ces 24%-là, on pourrait bien sûr parler d'une majorité écrasante. Et par conséquent trouver qu'il y a une certaine légitimité. Et ceux qui ne se déplacent pas, ce n'est pas toujours dû au fait qu'ils rejettent celui qu'on veut choisir. D'accord. Il peut y avoir d'autres contingents, il peut y avoir d'autres pesanteurs. Alors, et c'est en cela que la perfection du système devient impérieuse. Vous voyez par exemple, si quelqu'un sort de chez lui, il avait l'habitude de voter à Calavi. Il se rend au bureau de vote, on lui dit non, ton nom n'est pas là. Il est obligé donc d'abord de chercher à savoir où et faire ce déplacement-là. Et si par exemple son nom est muté à Parakou, il fait comment? Et ça, on a enregistré des cas comme ça. Vous voyez? Donc, si c'est sorti de chez soi pour aller s'inscrire, il l'a déjà fait. C'est vrai. Mais si c'est sorti pour aller voter, il l'a fait, mais il n'a pas pu voter. C'est ça. Vous voyez? Donc, cette imperfection-là... Autrement dit, on pourrait par exemple avoir un citoyen en âge de vote qui se retrouve au moment où il avait peut-être 15 ans à Parakou, et au moment où il a 18 ans, donc l'âge de vote, il se retrouve à Cotonou.
Et le jour du vote, il décide de se rendre dans un bureau. Ça, c'est le cas c'est plus facile, ça. D'accord. Je connais des gens qui ont l'habitude de voter à Ouessé chez moi. D'accord. Et logiquement, ils se disent, bon, mais j'ai déjà voté 3 ou 4 fois à Ouessé. Ah oui, c'est. Donc, il n'y a pas de raison que je n'aille pas à Ouessé. Il se retrouve à Ouessé, on lui dit non, vous devez voter à Calavi, le jour du vote. Ok, d'accord. Donc, il y a eu une imperfection au Voilà. niveau du système informatique. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est ça. Est-ce que ce monsieur ou cette dame rejette le système en place? Non, Non, puisqu'il est sorti pour aller voter. c'est vrai. Vous voyez? Donc, quand on désagrège tout ça, Oui. on se rend compte que 40%, un peu moins de 40%, c'est à féliciter. Mais aujourd'hui, monsieur le il ministre, faut faire un travail c'est ça. pour que ces imperfections-là soient corrigées. Bien évidemment, quelles sont les démarches qui se mènent pour pouvoir faciliter ce fort taux auquel on s'attend les prochaines semaines, surtout au titre des élections présidentielles dans notre pays? C'est en cela que les ministres conseillers sont en train d'anticiper, comme je l'ai dit, mettre en place un système de prise de contact avec les citoyens et aiguiser un peu leur sensibilité, leur conscience face à ce devoir-là. Parce que tout le monde ne sait pas que c'est un devoir. On se dit même si je ne veux pas voter, les gens vont voter à ma place et celui qu'on veut choisir, on va le choisir. Ça, par exemple, ça ressemble à une fuite de responsabilité. Parce que quand on est citoyen et qu'on veut participer au développement de son pays, il y a une attitude qu'on doit avoir, il y a une posture qu'on doit avoir, il y a une certaine responsabilité qu'on a. Et quand vous avez un devoir à accomplir, il faut l'accomplir avant de réclamer votre droit. Autrement dit, le vote, c'est un acte de responsabilité vis-à-vis de la nation? De la nation et de soi-même. Parce que quand la nation se porte bien, à l'intérieur, les individus se portent bien. Oui, mais monsieur le ministre, je peux prendre la décision, par exemple, de rester chez moi le jour du vote. D'autres citoyens vont voter, c'est le plus important, non? Il y a plusieurs sortes de votes. D'accord. Si par exemple on parle d'un référendum, vous voyez, ce n'est pas une personne qu'on choisit, mais c'est un système qu'on met en place. Et ce système participe de la perfection des choix à venir. Mais ici, lorsqu'on parle de vote, comme c'est le cas aux élections couplées passées, il s'agit ici d'aller choisir ceux qui peuvent nous représenter à l'Assemblée et qui vont légiférer, donc qui vont sortir des lois qui vont s'appliquer à la société à laquelle j'appartiens. Et on parle aussi donc des élections locales, communales et qui vont permettre donc à une équipe de se mettre en place dans une commune pour procéder au développement de la commune. Alors, lorsque vous restez chez vous et que vous ne participez pas, par exemple, aux élections locales, vous permettez à d'autres individus, mais qui sont inconnus de vous, de faire de votre vie ce qu'ils veulent. Monsieur le ministre, je peux être fâché. Si je suis fâché, je décide donc de ne pas aller voter. Alors, vous vous fâchez et vous décidez de ne pas aller voter. Vous donnez la force à ceux qui ne sont pas fâchés de continuer par vous faire ce qui vous fâche. Si vous êtes fâché parce que vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose, et on vous donne l'opportunité d'aller exprimer votre sentiment pour corriger la chose, et vous refusez d'y aller. Non, monsieur le ministre, y aller, on connaît d'avance les résultats du vote. C'est ce qui se dit souvent. Est-ce que ce n'est pas une raison fondée pour que le citoyen reste chez lui à la maison? Lorsqu'on dit qu'on connaît les résultats du vote avant les élections, oui, c'est une manière de discréditer totalement ce qui se fait. Et les gens le disent. C'est justement parce que tu restes à la maison que tu connais déjà les résultats. Parce que quand toi tu es resté à la maison, tu sais que ton adversaire ira faire ce que tu ne veux pas. Donc tu connais les résultats. Et c'est justement comme ça qu'il faut aller. Et c'est pour cela que je me suis réjoui des élections passées où toutes les tendances sont sorties. Alors pourquoi
Pourquoi vous vous êtes réjoui, monsieur le ministre? Oui, mais tout le monde a participé. Il n'y a C'est pas ça. d'exclusion. Et le peuple a tranché. Et ça permet donc au peuple de voir clair. Vous voyez, quand le peuple sort comme ça, et exprime son adhésion à tel ou tel projet de société, ça permet aux politiciens de se mirer et de dire, ah oui, la population n'a pas adhéré à mon projet de société. Et c'est clair. Vous voyez, par rapport aux élections passées, ceux qui estimaient qu'ils sont partis du peuple, le peuple est sorti pour aller dire non, on ne vous suit pas. Autrement dit, le processus électoral à partir duquel on va voter, c'est un baromètre Bien sûr. pour les acteurs politiques. C'est un baromètre pour eux. Et pour les citoyens, c'est l'occasion de donner carte blanche, feu vert à tel ou tel projet de société. Parce que pour voter, en dehors de ce que c'est mon frère, c'est mon cousin, il y a qu'il vient pour faire telle ou telle chose. C'est ça. Et c'est ça qui devrait primer. Alors, si mon frère est là pour me créer des problèmes dans la société, il vaut mieux ne pas. Surtout qu'il ne sait pas si j'ai voté pour lui ou non. Puisque c'est un vote secret. Voilà. Et c'est en cela que ça appelle la responsabilité. Et quand vous vous asseyez chez vous, vous vous dites, mais tel est mieux par rapport à mon frère. Est-ce qu'on peut dire, à travers ces explications-là que vous donnez, monsieur le ministre conseiller, que le vote contribue à la construction d'un État démocratique et surtout transparent? C'est pour cela que je disais que nous avons atteint un niveau de développement social aujourd'hui. C'est ça la démocratie. Parce que j'ai dit, ce n'était pas ça. C'est vrai qu'il y a encore certains qui sont à l'étape, je ne veux pas dire embryonnaire ou primitif, qui continuent de penser que la force peut amener les gens à occuper telle ou telle position. Mais aujourd'hui, nous, au Bénin, nous avons, depuis 1990, fait l'option donc d'accéder à certaines positions avec le vote. Et aujourd'hui, lorsque vous devez aller occuper une position donnée, vous êtes tenu donc de passer par le vote. C'est plus sincère, ça appelle à une sorte de liberté d'expression. Donc vous savez, l'homme ne devient que ce qu'il veut. C'est vrai. Et les penseurs disent souvent que l'homme ressemble plus à sa société qu'à ses parents. C'est vrai. Donc, lorsque vous avez reçu une éducation à la maison, cette éducation-là, elle devient parfaite avec la touche de la société. C'est vrai. Donc, vous n'êtes que le produit des deux là. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous avons fait l'option que ces deux options-là se mettent ensemble pour donner un type de Béninois qui sait désormais que pour accéder à telle ou telle position, c'est par le vote et non pas par autre chose. C'est un niveau de prise de conscience que nous avons atteint. Monsieur le ministre conseiller, tout à l'heure, dans la présentation de la chronique du citoyen par mademoiselle Exaucée Tossavi, elle était en train donc d'évoquer les différentes écoles qui contribuent donc à la formation des valeurs. Elle a fait référence à la famille. Elle a trouvé que la famille devrait être la première salle de classe. Est-ce que vous avez le sentiment que les questions électorales sont des priorités au cœur de nos familles? Si ce n'était pas le cas, aujourd'hui c'est exactement le cas. Parce que même à table, lorsqu'on est en train de manger, papa et maman discutent de l'actualité politique et devant les enfants. Et les enfants commencent à dire, vous voyez, quand vous prenez par exemple une famille où et le papa, tous les jours que Dieu fait, frappe sa femme. Il se jette sur la maman, il tape la maman. Les enfants, s'ils aiment leur maman, dans leur tête, ils sont contre leur papa.
Et quand c'est comme ça, les enfants là vont comprendre que leur papa est violent. Le garçon qui voit son père faire ça, alors qu'il aime sa maman, quand il va grandir, il ne va jamais porter la main sur sa femme. Donc la première classe là, c'est réellement la famille. Et vous prenez un papa, je dis n'importe quoi, aigri, qui peut-être, pour malversation, a été éjecté d'un gouvernement. S'il n'est pas courageux, il ne dira pas à sa famille à la maison que c'est parce qu'il a volé qu'il s'est retrouvé devant la criette ou quoi que ce soit. Mais il va toujours parler mal du gouvernement. Non. Et l'enfant va grandir pensant que ce système-là est mauvais. Ce papa n'est pas responsable. À défaut, on se tait. Donc, quand vous sortez d'une famille où il y a une certaine prise de conscience au niveau de vos parents, vous facilitez la tâche à la société. Vous facilitez la tâche, parce que je vous ai dit, c'est les deux qui se mettent ensemble. Exactement. Pour dégager un type de béninois. Alors, aujourd'hui, comme l'a stipulé la demoiselle dans sa chronique, c'est vrai. Vous savez, avant même l'arrivée des Blancs, lorsque vous recevez une éducation, chez nous en Afrique, en tout cas au Bénin, dans votre famille, les soirs, au clair de lune, sous l'abat parable, il y a des sages qui vous racontent des histoires. On fait des contes. Ça vous permet donc de savoir quelle est l'attitude que la société admet lorsque on vit en société. C'est une forme d'éducation. C'est une autre classe, ça. Et vous voyez, les enfants qui ont peut-être 6 ans, 7 ans, au clair de lune, dorment déjà à ce niveau-là. Donc, ils n'ont pas l'âge requis pour aller à ce niveau de l'école. Mais ça n'exclut pas qu'à la maison, ils soient éduqués. Donc, il faut atteindre un certain niveau avant de pouvoir accéder. C'est comme moi, je passe le CPE et je me retrouve donc au collège. C'est ça. Alors, tout se tient. Et quand vous avez fini avec l'étape de clair de lune et autres, c'est progressivement que vous-même, vous devenez adulte et vous passez donc ces comptes-là à la génération montante. Alors, qu'on pense que nous n'avions pas d'école en Afrique, c'est une mauvaise appréciation. Donc, l'un dans l'autre, la famille joue un rôle, la société joue un rôle. Et vous-même, vous avez un rôle à jouer. Soit à pérenniser ce que vous avez eu comme acquis, soit à parfaire ça, avant de laisser ça à la génération montante. Quel message avez-vous, monsieur le ministre, à adresser à ces citoyens-là qui pensent que leur vote ne changera peut-être rien? C'est une erreur d'appréciation. Si c'est un droit, vous réclamez ça. Mais faites votre devoir. Le respect des lois qui régissent la société est gage donc de développement. C'est gage de participation au développement donc de sa nation. Alors, rester chez soi pour dire que votre vote n'apportera rien, c'est une erreur. Voilà pourquoi nous voulons demander aux citoyens de sortir pour aller accomplir ce devoir civique-là. Et en retour, ils peuvent attendre alors leurs droits. Parce que celui que vous allez identifier, en maintenant le bulletin dans l'urne, vous lui confiez la destinée de la nation. Quoi, où qu'il soit. Parce que, comme on le dit, c'est les petits ruisseaux qui donnent les grands fleuves. Alors, les maires, les conseillers communaux, les CA jouent chacun sa partition pour que le développement soit. Dans ces conditions, rester chez soi, si on veut pas être trop dur, c'est une irresponsabilité. Vous n'êtes pas responsable. Et quand on parle du respect du bien public, du respect de l'accomplissement de son devoir, c'est une affaire donc de prise de conscience. Quelle est ma partition dans le processus de développement que la nation a engagé? On ne va pas voter parce que la tête de X ou Y ne me plaît pas. Mais on va voter pour participer donc à améliorer ce qu'on reproche au système qui est en place.
C'est ça. Mais vous aviez fait référence donc aux citoyens, ce qui relève de leurs devoirs, de leurs responsabilités, mais quand on s'intéresse également aux autorités, aux institutions dans la promotion du vote comme acte citoyen, est-ce qu'on a des exemples précis aujourd'hui? Au cas contraire, comment parvenir à faire prendre davantage conscience aussi à ces acteurs-là qui se retrouvent au niveau de nos institutions pour accompagner. Lorsque vous aviez parlé entre-temps de ce qu'on est fâché, on n'est pas allé voter, oui. Je sais très bien que c'est de ça qu'il était question. C'est-à-dire que l'attitude, le comportement des autorités, surtout des politiciens, fait souvent que le citoyen a un dédain pour la chose publique. Pour la chose publique. Et c'est justement un des messages forts que véhicule donc le système partisan que le président Patrice Talon a bien voulu. Parce que quand il est venu, il a dit « je veux faire des réformes ». Pour le volet politique de notre pays, le système partisan est venu corriger ce genre de choses. C'est-à-dire que les responsabilités doivent être partagées. Chacun, en ce qui le concerne, doit prendre conscience du rôle qu'il a à jouer. Alors, si on demande aux citoyens de sortir pour aller exprimer leur suffrage, il faudrait aussi que les politiciens, pour qui ils doivent aller voter, ils aient un comportement qui encourage. Alors, lorsque, par exemple, quelqu'un, et c'est là où l'éducation doit intervenir, quelqu'un qui a pratiquement mon âge et qui a connu plusieurs systèmes révolutionnaires, où il y a les armes qui ont parlé. Après, c'est le système dictatorial, et puis on est arrivé au renouveau démocratique. Alors, quand vous avez traversé tout ça, et que vous n'avez pas eu certaine conscience, vous avez tout fait de vous laisser traîner dans la boue, et vous véhiculez de fausses idées. Alors, aller par exemple corrompre les électeurs pour bénéficier de leur suffrage, c'était la norme, c'était la pratique, c'est ce qui était, et c'est les plus riches qui arrivaient donc à créer les partis politiques, à les gérer, et c'est eux qui faisaient ce qu'ils veulent de leur parti politique. Le parti politique n'appartient pas aux militants, mais appartient au président du parti. Oui, mais alors, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas fondé? C'est moi qui investis. Mais c'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question d'aujourd'hui que quelqu'un dise c'est moi qui investis. C'est de ça qu'il est question. Donc ce fondement-là est mauvais. Aujourd'hui, comment ça se passe? Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a plus de liberté. Lorsque c'est parce que c'est lui qui investit que je suis obligé de le suivre, je ne le fais pas librement. Je le fais sous condition. Donc on me manipule. Et celui-là, qu'il soit à même de proposer aux Béninois un projet de société souhaité ou non, parce qu'il a les moyens, parce que c'est lui qui est là, on vote massivement pour lui. Mais des partis politiques qui faisaient le plein dans leur localité avant, avec leur richesse, aujourd'hui, malgré cette richesse, on échoue. Ça veut dire qu'il y a une certaine prise de conscience. Est-ce qu'on peut... Alors, les politiciens doivent chercher donc à valoriser l'éthique, la morale. Et c'est pour cela que certains s'offusquent quand on voit aujourd'hui, avec la rupture, des gens qui ont participé à la rupture se retrouver devant les tribunaux. Il faut toiletter le monde politique. Il faut assainir ce monde politique-là pour qu'on cesse d'inculquer dans la tête de la génération montante ces mauvaises pratiques-là. Aller distribuer des cubes, du sel aux populations pour obtenir leur suffrage, c'est un crime. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie politique? Non, elle est mauvaise. C'est une stratégie. Mais elle est mauvaise puisqu'on peut faire autrement. On peut faire autrement. Est-ce que celui qui prend 500 francs, celui qui prend du cube aujourd'hui pour voter pour toi, demain, tu es toujours là pour lui donner du cube? Est-ce que tu es là pour lui donner encore 500 francs? Et les 500 francs que tu lui as donnés, c'est pour combien de jours? Alors, des gens, pratiquement ceux qui ont pratiquement mon âge, ont vécu dans ce sale système-là jusqu'à aujourd'hui et pensent que c'est la norme. Donc, demander à ceux-là de rebourser chemin, c'est plus compliqué que d'aller
recueillir les primo-votants et leur dire voici ce qui doit se faire. Voici ce qui doit se faire. Et si on réussit ça, progressivement, cette vieille génération qui est restée, comment vous appelez ça, conservateur, va partir. Et une nouvelle génération va s'installer avec d'autres comportements, d'autres attitudes qui valorisent même l'homme. Quand vous remettez 25 francs de sel, parce que le sel, quand vous remettez ça à quelqu'un et vous obtenez son suffrage, vous avez chosifié la personne. Vous avez chosifié la personne. Et ça ne dépend pas des électeurs. Ça dépend des hommes politiques. Voilà pourquoi assainir ce milieu-là est une très très bonne chose. Et nous avons dit, comme je l'ai dit, allez parler à ceux-là. C'est plus compliqué que de parler à ceux qui les âmes les plus fraîches pour leur dire vraiment, ne suivez pas ceci, ne suivez pas ça. Et quand vous leur dites ça, même si c'est à la maison que leurs parents leur disaient autre chose, l'enfant se retrouve face à deux points de vue. Ça fait appel à son intelligence. Et lorsque les arguments que vous développez tiennent, l'enfant, sans parler, sans broncher, remet en cause ce que son papa est en train de dire. Et une fois devant les urnes, fait ce qui est normal, ce que sa conscience lui demande de faire. Ça voudrait dire que votre souhait aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir de nouveaux types de politiques Bien sûr. Au niveau de la classe politique pour que nous puissions mettre fin aux questions de manipulation, d'achat de conscience, de transhumance, de tout ce qui nuit à la bonne marche donc, de la politique. Vous savez, aujourd'hui, on a une étape où les gens disent c'est un politicien. Quand on vous dit c'est un politicien, ce n'est pas un honneur. C'est pour dire c'est les menteurs là, ça. C'est ce que ça signifie. Il faut travailler à enlever ça de la tête des citoyens. Et pour ça, il faut que les politiciens eux-mêmes aient des comportements, des attitudes qui participent à cela. Mais lorsqu'on conscientise la jeunesse, et vous continuez donc par vous battre pour occuper des positions données et pour aller détourner les biens publics, il y a un problème. Et on se disait en temps même que la politique, c'est un raccourci. Aujourd'hui, avec le système partisan, ce n'est plus ça. C'est au mérite désormais. C'est au mérite. Alors, celui qui mérite, ce n'est pas celui qui a de l'argent, c'est celui qui a les idées. Parce que la différence entre les hommes et les animaux, c'est que nous avons la raison et nous concevons ce que nous voulons faire dans notre tête avant de les mettre en œuvre. Vous prenez un Béninois qui se rend aux États-Unis, il n'ira pas dupliquer du coup les Tata Somba qu'il a ici. Mais quand c'est une abeille, vous l'amenez aux États-Unis ou n'importe où, c'est la même ruche. Monsieur le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, nous allons avancer, même si progressivement, on tend vers la fin de cette émission. Les fraudes électorales, nous allons sans doute les aborder. On se rend compte que le jour du vote, certains citoyens participent aux fraudes électorales. Quel est le message fondamental que vous avez malheureusement, à partager lorsque la Sénat recrute les citoyens pour les mettre au niveau des postes de vote, on n'a pas toujours la possibilité d'apprécier leur moralité avant de le faire. Parce que lorsque on finit de faire les décomptes, par exemple, et que sciemment, volontairement, ceux qui sont chargés donc de transcrire les suffrages exprimés décident donc d'intervertir l'ordre, vous voyez qu'il y a une certaine malhonnêteté. Ça fait partie des fraudes. Lorsque, par exemple, certains bulletins sont cachetés et avant même que les bureaux de vote ne s'ouvrent, il y a fraude, il y a problème. Et tout ça, comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Les fraudes qu'on observait avant ont diminué de manière drastique aujourd'hui. Et la loi est là pour réprimander tous ceux-là qui se feraient donc surprendre. Mais comme je l'ai dit, on est en société, c'est un fait de société et ce n'est pas éradiqué du jour au lendemain. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas prendre des précautions au fur et à mesure. Parce que vous savez, le voleur, lorsque vous achetez votre moto, vous mettez votre cadenas là-dessus, le voleur va chercher, faire des recherches pour dire mais comment je fais pour pouvoir prendre cette moto-là sans avoir accès à la clé. Il trouve de l'acide qu'il met dans le cadenas, il décadenasse le truc et il prend la moto et il s'en va. Donc, c'est un combat de longue haleine.
Alors aujourd'hui, lorsque certains servent de bouc émissaire, lorsque certains servent d'exemple, ça participe à décourager donc ceux qui se préparent à commettre les mêmes forfaits. Voilà pourquoi il ne faut pas être sentimentaliste. Il faut pas, lorsque quelqu'un tombe sous le coup de la loi, il faut punir. Le plus important pour le citoyen, c'est de pouvoir bénéficier d'un centre de santé, c'est d'avoir une école à côté, mais au même moment, on lui parle des questions de vote. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aller voter, par exemple, en avril prochain, constitue un acte assez fort pour permettre aux citoyens, dès l'arrivée du nouveau président de la République, de voir sa vie influencée? Vous savez, parfois, je compare la société au bébé. Jadis, nos mamans, en tout cas, je ne sais pas avec votre âge si vous avez subi ça, mais nous, qui avons grandi au village, on a subi ça. On fait la bouillie, parce qu'on se rend compte que le lait ne suffit plus pour nourrir le bébé. On fait la bouillie et le bébé refuse de prendre la bouillie. Et la maman l'oblige. On force le bébé à prendre. On lui lie les mains, tout ça, et on lui met ça dans la bouche forcément. Et mais ce bébé crie, il crie. Mais dès qu'il est rassasié, il commence pas à sourire à sa maman. C'est comme ça aussi ce dont on parle. Aujourd'hui, on a besoin d'école. On a besoin donc, et quand je parle d'école, c'est école... Salle de classe. Oui, mais performante. C'est ça. Alors, parce que quand on parle d'école, il y a les salles de classe, mais il y a les enseignants. C'est ça. Et il faut la qualité. Et on parle de centre de santé. Mais lorsqu'il a été question dans ce pays de supprimer les droits de grève aux médecins, les gens ont crié. Aujourd'hui, tout le monde s'en réjouit parce que ça a diminué le taux de mortalité. Votre femme est en instance donc d'accoucher et on dit qu'il y a grève. Et vous pouvez perdre et le bébé et la femme. C'est dangereux. Vous voyez un peu, mais quand la loi était venue, c'était comme si mais on est dans quel pays? Aujourd'hui, tout le monde s'en réjouit. Aujourd'hui, vous voyez les résultats au niveau des écoles. La ruée vers les écoles publiques est devenue une réalité aujourd'hui, alors que la déperdition s'était installée. Aujourd'hui, les enfants peuvent aller librement à l'école parce qu'ils savent qu'une fois là-bas, il y a la cantine scolaire, ils vont manger. Ça permet de maintenir les enfants à l'école. Les filles sont exemptes donc de paiement de frais de scolarité. Tout ça, est-ce que si on n'était pas allé au vote, exprimer notre suffrage pour élire le président Patrice Talon, est-ce qu'on aurait eu tout ça? Donc, vous faites référence à la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002, portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Donc ça pourra permettre à nos téléspectateurs et à nos auditeurs de pouvoir apprécier donc, ce dont quand vous on parlez. veut des écoles, on veut un centre de santé, on veut les routes, on veut des marchés décents. Quand vous voulez tout ça, il faut aller voir dans les projets de société qui vous ont présenté, qui peut mieux le faire. Parce que vous faites allusion aux prochaines élections qui arrivent. C'est ça. On attend de voir les projets de société qui nous seront présentés. En tant que ministre conseiller, la campagne n'a pas commencé. J'ai mon candidat. Je ne peux que attendre, patienter que la campagne s'ouvre pour le faire. Mais vous savez que je suis membre du parti politique BR. Et le BR a déjà son candidat. Donc mon candidat est déjà connu. Mais ce qui est réjouissant, c'est que ce candidat est le candidat de la mouvance. Monsieur le ministre conseiller, on tend vers la fin de cette émission. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de demander aux citoyens d'accomplir librement leur devoir civique en allant exprimer leur suffrage. Parce que le faisant, on permet au pays donc de consolider le développement entamé depuis 2016 par le président Patrice Talon. Merci à vous, monsieur le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, monsieur Gilbert Théomalé.
d'avoir accepté partager ces quelques moments avec nous pour nous permettre de discuter davantage donc, de la question du vote qui est une question fondamentale. C'est un engagement citoyen à pouvoir honorer, vous en doutez sans aucun doute. Mesdames et messieurs, ce sera pratiquement tout pour ce numéro de votre émission Le Bon Citoyen. Merci à toutes, merci à tous pour votre fidélité d'écoute. On se retrouve semaine prochaine pour un autre plateau.